Je donne la parole à Madame Inga Anderson. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité. Je remercie le gouvernement de la Sierra Leone d'avoir convoqué ce débat qui arrive à point nommé. Il y a 24 ans, l'Assemblée générale de l'ONU a invité les entités du système des Nations unies et d'autres organisations internationales et régionales à célébrer le 6 novembre de chaque année en tant que journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Ce faisant, les États membres ont rappelé que les dégâts causés à l'environnement en temps de conflits armés nuisent aux écosystèmes et aux ressources naturelles bien après le conflit, dépassant même souvent les limites des territoires nationaux et l'actuelle génération. Mon premier commentaire ce matin consiste à dire que les dégâts environnementaux provoqués par les conflits continuent de provoquer la famine, les maladies et le déplacement des populations, ce qui exacerbe l'insécurité. Les conflits entraînent la contamination et les déchets, la destruction d'écosystèmes essentiels, ce qui a de lourdes conséquences sur le long terme sur la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, les économies et la santé humaine. Dans la bande de Gaza, par exemple, depuis 2023, nous avons assisté à la perte de 97% de la culture arbustive, 95% des broussailles et 82% des cultures annuelles. L'eau et les écosystèmes marins sont pollués par les munitions et les eaux usées non traitées et d'autres polluants. Plus de 61 millions de tonnes de débris doivent être éliminées. Et il faut faire très attention pour éviter toute contamination supplémentaire. Les conflits polluent et endommagent l'infrastructure hydrique, soit de façon délibérée, soit de façon accidentelle. En Libye, en Syrie, au Yémen, il y a eu 180 cas où l'infrastructure hydrique a été délibérément prise pour cible pendant la décennie 2010. En Haïti, le conflit a aggravé la contamination du sol et de l'eau dans les taudis à basse élévation, ce qui a fortement exacerbé les risques de catastrophes telles que d'inondations éclairs et de maladies infectieuses. Dans de nombreux conflits, les déplacés ont cherché à se réfugier dans des zones fragiles sur le plan écologique. Les personnes déplacées par les conflits ont besoin de trouver refuge quelque part, évidemment, mais abattre les forêts pour obtenir du carburant ou un abri ne fait qu'accélérer la désertification et l'érosion des sols. La destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine a conduit à l'inondation de plus de 600 km² de terre, a provoqué la perte d'habitats naturels de communautés végétales et d'espèces en raison d'une inondation prolongée des écosystèmes. La production et l'utilisation d'armes et de munitions exacerbent la libération de gaz à effet de serre et d'un large éventail d'autres contaminants, ce qui laisse un héritage inacceptable aux générations de demain. La prévention des dégâts causés à l'environnement en temps de conflit est par conséquent essentielle, comme la CDI a clairement indiqué dans nombre de ses publications. Le relèvement environnemental après les dégâts provoqués par les conflits peut prendre des décennies, comme nous avons vu sur le terrain et dans les recherches. Deuxième commentaire, les changements climatiques exacerbent les tensions et dans certains cas de figure viennent nourrir les conflits. Alors, les conflits ont rarement une cause unique, certes, et le lien entre les conflits et les changements climatiques sont complexes, mais les changements climatiques sont souvent l'un des multiples facteurs. Les autres facteurs étant les conflits s'agissant des ressources telles que l'eau, la terre, les conflits ethniques, les conflits religieux, etc. Mais parmi tous ces facteurs, l'on trouve souvent les changements climatiques. Les changements climatiques, assortis d'autres défis, risquent de contribuer à une grave escalade. Le secrétaire général l'a dit dans une intervention au Conseil de sécurité, les catastrophes climatiques et les conflits nourrissent les inégalités, hypothèquent les moyens de subsistance et forcent les personnes à fuir. Les changements climatiques ont des conséquences particulièrement délétères dans les régions où les personnes sont d'ores et déjà vulnérables et dépendent lourdement de l'agriculture et des ressources naturelles.
Et dans ce contexte, il est important de garder à l'esprit la forte influence des changements climatiques sur le cycle de l'eau qui devient de plus en plus extrême et erratique. Au cours des 6 dernières années, environ un tiers des bassins des fleuves dans le monde a connu des conditions normales d'écoulement par rapport à la moyenne allant de 1991 jusqu'à 2020, d'après les informations de l'Organisation maritime mondiale. Et les personnes subissent l'impact cumulé d'un excédent d'eau ou d'une pénurie d'eau. Les zones sèches ont également été ravagées par ces perturbations du cycle hydrique. Dans de très larges régions de la Mauritanie jusqu'à l'Afghanistan, avec en son centre la Méditerranée, les températures ont augmenté plus rapidement que la moyenne mondiale et les précipitations sont devenues très inégales. L'exposition aux catastrophes climatiques a augmenté en raison de la croissance démographique, en raison de l'élargissement de l'agriculture par irrigation. La vulnérabilité, elle aussi, est allée croissant, notamment lorsque les conflits ont sapé la capacité des communautés et des pays à faire face à la sécheresse. Nous assistons aux conséquences de ce phénomène en Syrie, où après un hiver exceptionnellement sec et des températures estivales très élevées, les récoltes de blé en ont énormément pâti. La Syrie a subi également des feux de forêt catastrophiques en 2025, ce qui réduit la sécurité économique garantie par ces écosystèmes essentiels. Le ministre des Urgences et de la gestion des catastrophes en Syrie a lancé un appel urgent aux gouvernements, partenaires internationaux et acteurs locaux afin de protéger les moyens de subsistance et de préparer l'avenir. Sur la base de tous ces faits, il apparaît que les sécheresses et les températures élevées exacerbent le risque de différentes formes de conflits. Et dans ce contexte, il convient de souligner que la Banque mondiale a publié ses recherches en 2024 et a conclu que la plupart des contextes de fragilité et de conflit étaient également des contextes de longues périodes de sécheresse plus grave. Les pays qui souffraient d'instabilité chronique pendant les 2 premières décennies de ce siècle ont également subi des sécheresses plus graves en moyenne. Et il n'y a pas une seule cause, bien entendu. Une augmentation des précipitations peut rendre les conflits plus violents dans certains contextes. Par exemple, lorsque les riches régions agricoles sont prises pour cible par les groupes armés ou les États. Mon troisième commentaire ce matin consiste à dire que les pays touchés par les conflits et les communautés doivent recevoir des outils leur permettant de protéger leurs ressources naturelles et l'environnement. Les conflits ont doublé ces 5 dernières années. Les défis pour l'environnement sont immenses, que les pays soient en situation de conflit ou non. Je voudrais souligner 3 priorités qui permettraient de renforcer l'appui écologique aux pays touchés par les conflits. Première priorité, il s'agit de renforcer les capacités nationales de gestion de l'environnement avec l'aide d'évaluation et d'outils scientifiques. Les institutions de gouvernance, locales et nationales, souvent sont affaiblies en temps de conflit. Reconstruire les capacités de gouvernance environnementale nationale permettra au gouvernement de gérer leurs ressources naturelles dans l'intérêt du développement durable, du relèvement économique et de l'adaptation climatique, réduisant par là même la pauvreté, la faim et la dépendance vis-à-vis de l'assistance. Et là, le système des Nations Unies peut contribuer au renforcement des capacités nationales, en diffusant les connaissances, en fournissant des conseils techniques au plus haut niveau, en appuyant l'échange entre les pairs, en aidant les gouvernements à gérer des compromis complexes et ce, dans un cadre indépendant de qualité sur le plan technique et basé sur des normes. Les évaluations environnementales en lien avec les conflits permettent aux parties prenantes de mieux comprendre les risques sur le court et sur le long terme, ce qui est nécessaire pour établir les priorités du relèvement. Et là, la télédétection, dès lors qu'elle est utilisée correctement, permet
de montrer les changements environnementaux pour faciliter la remédiation. La modélisation également peut aider les décideurs à mieux comprendre les différentes options de politique environnementale, les compromis à faire et les cadres de gestion des débris provoqués par les conflits permet de réduire le risque de contamination et de réduire le coût financier environnemental de la reconstruction. Il a été largement prouvé, en outre, que l'autonomisation des femmes pour qu'elles gèrent les ressources naturelles en situation de conflit permet de contribuer à une meilleure gestion de l'environnement, au règlement des conflits et à la stabilité des communautés. La deuxième priorité que je souhaite mettre en exergue ce matin est la suivante. Il faut faciliter les activités dans les différents secteurs, de la part des différents acteurs. Sur le plan national et international, la gestion des ressources naturelles, y compris de l'eau, des prairies, des forêts, passe par une coopération entre les ministères, les différents secteurs, y compris le secteur privé et, dans certains cas, le secteur de la sécurité. Le système des Nations Unies doit à son tour garantir une coordination entre les entités chargées de l'environnement, de l'aide humanitaire, de la paix, de la sécurité, des droits humains et du développement. Déployer des conseillers, des experts qui pourront engager un dialogue avec toutes les parties prenantes nous permettra de cerner les solutions viables et de faciliter le relèvement. Le PNUE a déployé son premier conseiller dans une mission intégrée de consolidation de la paix de l'ONU en 2010 afin d'appuyer la transition de la Sierra Leone et faire en sorte que les dimensions environnementales soient pleinement intégrées dans le processus de relèvement. L'intégration de conseillers en sécurité climatique et en environnement dans les différentes opérations de paix de l'ONU a été augmentée grâce à la création du mécanisme de sécurité climatique. C'est un effort conjoint au sein de l'ONU qui traite du lien entre le climat, la paix et la sécurité. Les conseillers environnementaux travaillent au niveau national et régional avec une empreinte très légère, une contribution souple permettant de consolider la paix et d'accélérer le relèvement. Troisième priorité à souligner, accroître les investissements dans l'adaptation climatique dans les pays touchés par les conflits. En 2025, le rapport sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière d'adaptation, publié il y a quelques jours, le 29 octobre 2025, par le PNUE, met en avant un écart qui se creuse en matière de financement de l'adaptation dans les pays en développement. Un écart qui hypothèque les vies, les moyens de subsistance des économies tout entières. Pour les pays touchés par les conflits, cet écart est plus profond encore. De 2014 à 2021, les personnes vivant dans les pays durement touchés n'ont reçu que 2 $ par habitant de financement climatique par rapport à 162 $ par habitant dans les pays plus stables. Donc, l'adaptation permet de faire face aux risques cumulés auxquels font face les populations vulnérables dans les régions touchées par les chocs climatiques et par les conflits prolongés. En amont de la COP30 à Belém, il est nécessaire d'être ambitieux en termes d'adaptation et d'atténuation de l'impact. Toute fraction d'un degré compte, toute fraction d'un degré évité signifie moins de pertes pour les populations, pour les écosystèmes et davantage de possibilités de paix et de prospérité. Merci. Je remercie Madame Andersen de son exposé et donne la parole à Monsieur